Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro dont vous en parle. Avec moi aujourd'hui Pascal Wallard, journaliste et auteur, dont l'ouvrage consacré aux 30 ans de l'association Droit de Cité, intitulé Profession défriseur de culture, vient de sortir. Un ouvrage que tous les spectateurs et les habitués du festival Les Enchanteurs peuvent actuellement découvrir. Allez, on vous en parle. Pascal, bonjour. Bonjour. Qu'est-ce qui vous a donné l'envie de raconter le parcours associatif de Droit de Cité sur ces 30 dernières années? Tout simplement, on me l'a demandé gentiment, donc il n'y avait pas de raison que je refuse. Et puis, Droit de Cité, ce n'est pas une association qui était inconnue pour moi, parce que j'ai travaillé pendant 17 ans à l'agence des Nains-Beaumont de la Voie du Nord, et on a travaillé sur beaucoup d'opérations aux communes. Et puis, j'ai pu apprécier la singularité de l'association de Droit de Cité. Sur quoi vous vous êtes appuyé pour bâtir votre récit? Tout d'abord, les archives de Droit de Cité. Alors, c'est un petit peu compliqué, parce que Droit de Cité a une particularité, c'est que c'est une association nomade. C'est une association qui, depuis 1991, n'a eu de cesse que de bouger. Donc forcément, tout un tas de déménagements comme ça, il y a des dégâts collatéraux, il y a des choses qui se sont perdues. Et puis après, retrouver les gens qui ont été importants, les premiers directeurs, avec Bourgasser, qui était également président à un moment. Ouais, parce qu'il y a eu beaucoup de témoignages qui viennent justement émailler votre ouvrage, donc, qui le rendent donc du coup extrêmement riche et vivant, en tout cas à mon sens. Comment vous avez été justement accueillis par tous ces anciens? Ils m'ont tous ouvert leurs portes fort agréablement. Tous déjà avec déjà 30 ans, voilà. Ouais. C'est aussi la surprise. La surprise, ouais. Et puis voilà, c'est extraordinaire parce que les 10 premières années de Droit de Cité, par exemple, il y avait un esprit pionnier parce que tout était à créer. Droit de Cité, au départ, est né d'une volonté politique, d'une volonté des élus du Parti communiste du bassin minier, qui avaient enregistré le fait que le Parti socialiste avait lancé sa propre machine culturelle qui s'appelle toujours Culture Commune. Ouais. Là, ils se sont dit, bon voilà, on ne peut pas rester en dehors de cette histoire. La culture, on a également un travail à faire, apporter la culture aux gens, d'une autre manière peut-être que le faisait à cette époque-là Culture Commune. Mm-hmm. Et donc, au départ, il y a un petit noyau autour de Yvan Druon, le maire de Arnes, et Odette Daucher, la maire de Carvin. Un petit brainstorming entre les deux dans une salle de carvinoise et qui a donné naissance à cet assaut. Ils ont trouvé le nom, Droit de Cité. Et puis ces membres militants de Droit de Cité dans les années 90 ont essuyé les plâtres parce que il y avait cet affrontement terrible entre PS et PC, entre les deux structures culturelles, et des financeurs qui avaient clairement choisi leur camp. Le camp, d'accord. Et il a fallu attendre le... Qui était le camp de Culture Commune. C'était le camp de Culture Commune, bien évidemment. Ouais. Puisque, on explique notamment que la DRAC ne donnait que des peanuts à ce moment-là à Droit de Cité. Il a fallu attendre, alors paradoxalement, une catastrophe dans le bassin minier pour que les choses changent. On est en 2003, on vient d'apprendre brutalement que Metal Europe allait fermer, un symbole dans le bassin minier, et il y a une unité politique qui s'est créée, une unité de territoire. Ouais. On ne raisonnait plus en Hénin-Carvin et en Lens-Liévin, et même le Douaisis. Le PC et le PS ont travaillé ensemble. Il y a de nouvelles solidarités qui se sont esquissées. Et donc, pour accompagner les salariés dans ce parcours compliqué qui s'ouvrait à eux, Laurent Bridoux, qui venait de devenir directeur de l'association, propose à ce moment-là que Droit de Cité soit partie prenante d'une grande opération solidaire et dont les profits iraient aux 830 salariés et à leurs familles. Bien entendu, il ne pouvait pas mener tout seul ce genre d'initiative et il y a eu une première réunion avec Culture Commune qui a permis d'esquisser vraiment un travail en commun, et ce travail en commun s'est prolongé tout naturellement par la suite. Et d'ailleurs, les deux associations ont travaillé, notamment ici au 99 bis, on les a vus sur le festival de musique de cuivre Les Rutilands. Rutilands, oui, tout à fait. Travailler main dans la main pendant des années.
alors que les financeurs reconnaissent maintenant droit-cité, bon, il va y avoir des aléas financiers qui vont faire que par 2 fois, l'association va être au bord du gouffre. Mais fort heureusement, il y a une solidarité, notamment des communes qui sont partenaires de droit-cité, et également des équipes qui ont fait qu'à chaque fois, on a pu passer le cap et que voilà, finalement, l'association déployé des ailes qui a permis de passer au-dessus du ravin. Qu'est-ce qui fait la force de droit-cité, sa singularité? Je parlais tout à l'heure du nomadisme. Longtemps, je pense que l'association en a souffert, mais le fait de ne pas avoir de lieu à soi, de théâtre à soi, c'est aussi la liberté d'aller et venir, d'aller très loin, de rester plus près. Ils ont fait de cette difficulté, de ce qu'ils ont longtemps pensé être un handicap, finalement un atout. Alors ils ont regardé passer plein de trains, et à un moment il y avait un projet de centre régional de la chanson qui a été monté, qui n'a pas vu le jour. Il y a aussi la possibilité de travailler sur une péniche également. Voilà. Dans ce bouquin là, on cite à peu près tout un tas de projets qui auraient pu voir le jour, peut-être donner une autre dimension. Voilà. Et puis voilà, ces projets sont passés, mais l'association a pu trouver son cap par d'autres biais. Ça fait longtemps, puis lutter. Dis-nous ce qui s'est passé. Les personnes qui découvriront le livre, qui est à disposition, gratuit, c'est vraiment droit de cité vu de l'intérieur. Y compris pour les salariés qui sont aujourd'hui en poste, qui ont découvert, et même moi, qui ai découvert à la fois des anecdotes et puis des détails de droit de cité, parce que c'est pas une association commune, et c'est un vrai projet collectif. L'association, elle existe aussi par l'équipe qui la compose, donc certes l'équipe telle qu'elle est n'est pas l'équipe historique d'il y a 30 ans, mais voilà, c'est une équipe qui se construit. Il y a des anciens membres, des nouveaux, c'est ce qui fait aussi le renouveau de l'association, cette capacité d'adaptation qu'elle a à accueillir de nouvelles personnes, de nouvelles idées. Vous êtes le candidat idéal. Bien, merci, nous vous rappellerons. Droit-cité, sur les 2 événements en fait, que je connais principalement, j'ai toujours été ravi de ce qu'ils proposaient. Toujours un accueil très très chaleureux. On est toujours content de venir découvrir les choses qu'ils nous proposent. Je trouve que l'association a fait un beau parcours en fait, parce que c'est vrai qu'en 30 ans, les choses ont beaucoup changé. Plus ces dernières années, je pense, que dans n'importe quelle autre époque. Et l'association a toujours su s'adapter en fait aux nouvelles attentes, aux nouveaux besoins, aux nouvelles demandes, que ce soit des municipalités, de notre public. Je les suis depuis 2007 en fonction de mon emploi du temps qui est assez chargé aussi. Et c'est une association qui nous permet, nous, habitants du Pas-de-Calais, de vivre des événements culturels qui sont toujours très enrichissants et très intéressants, sur tout ce secteur du bassin minier. Je serais tenté de dire, on a eu l'anniversaire des 20 ans, on a eu l'anniversaire des 25 ans, à chaque fois on avait fait un concert. Et puis là, peut-être qu'il fallait mettre tout ça par écrit. Pascal, qu'est-ce que vous retiendrez à titre personnel de cette immersion dans l'histoire de cette association ? Ce qui était très intéressant pour moi, c'est de découvrir l'envers du décor. Et puis de faire savoir, tout d'abord, que derrière les marques fortes de droit-cité, que sont Tiolupio pour les familles, que sont les Enchanteurs, oui, ou également le festival de théâtre de rue des Artoises. Des Artoises, ouais. Et il y a une association qui est derrière, qui s'appelle Droit-Cité. Ce que je pense beaucoup de gens ignorent. Alors, ils vont découvrir qu'il y a une association derrière et qu'il y a une aventure tumultueuse, puis une aventure vertueuse également, ouais, qui est derrière. C'est ça qui m'a intéressé de présenter dans cet ouvrage. Ouais. Alors Pascal, nous n'en avons pas encore eu l'occasion, mais j'aimerais à présent que nous parlions
de votre précédent livre consacré à Gaston Criel, un personnage haut en couleur que j'ai découvert à travers vous et dont vous avez brillamment retracé le parcours de vie. Alors, qui est ce fameux Gaston ? En fait, c'est une aventure qui naît un peu bizarrement parce que j'ai voulu écrire ce bouquin parce que je n'avais jamais rencontré Gaston Criel. D'accord. Il se trouve que mon chemin de vie professionnel m'a amené pendant 5 ans dans la commune de Seclin, entre le bassin minier et Lille, d'où est originaire Gaston Criel. Je suis arrivé là en août 2000 et Gaston était décédé en janvier. Et donc j'ai vécu tout un tas de festivités commémoratives de l'œuvre de Gaston Criel. J'ai découvert un type incroyable dont je ne soupçonnais même pas l'existence. Ouais. Ce type, bon, si on peut schématiser, il était poète quand il était à Lille. Il a été déporté dans un camp en Allemagne. Et puis à la Libération, il est allé retrouver un auteur avec lequel il avait sympathisé avant-guerre qui s'appelle Jean Cocteau, qui lui a proposé de travailler sur La Belle et la Bête, donc opérateur sur La Belle et la Bête. Quand même. Voilà. Il est devenu secrétaire d'André Gide et le hasard veut qu'il cherche un appartement, il tombe sur Jean-Paul Sartre qui lui propose une chambre de bonne à 2 étages au-dessus de chez lui. Chambre de bonne qui aurait été payée avec des clopes. D'accord. Voilà, c'est sa légende, réalité, on ne sait pas. D'accord. Voilà. Et donc, il va vivre ses grandes années de Saint-Germain-des-Prés. C'est un grand fou de jazz. Donc, il va être le premier à théoriser le jazz à travers un petit essai qui s'appelle Swing. Oui. Qui va sortir au début des années 50 et qui va populariser aux États-Unis parce que entre-temps, et qui sera une référence d'ailleurs. Qui est toujours une référence. Voilà. Ouais. Et comme ça pouvait se passer encore pendant ces années-là, le voilà qui tombe amoureux de la fille d'un milliardaire américain. Voilà, D'accord. Qui l'emmène en bateau jusque chez lui pour voir sa famille. Ouais. Et ils arrivent à New York, et évidemment, New York, pour lui, c'est le jazz. Bien sûr. Voilà, il file à Birdland, la grande salle qui vient juste d'ouvrir, et tous les soirs, il fait des concerts, il va voir Ella Fitzgerald, il va voir Miles Davis, avec le petit bouquin dans la poche arrière qu'il offre aux musiciens à la fin des concerts. D'accord. Il devienne son pote. Il vit une vie de rêve là-bas. Ouais. Bon, jusqu'à ce que sa petite amie lui dise, bon, bah, tu as assez croqué mon argent, maintenant tu peux retourner en France. Voilà. Mais en France, il va revenir, il va écrire un bouquin autour de cette expérience qui s'appelle La Grande Foutaise, qui va sortir chez De Noël, et qui va être sur la shortlist du prix Goncourt. D'accord. Bon, qu'il n'aura pas, il lui sera un goût saumâtre dans la bouche de ne pas avoir eu le prix, mais il va partir vers tout un tas d'aventures qui le mèneront finalement de retour à Seclin, puisqu'il va devoir quitter l'appartement de Jean-Paul Sartre qui a été plastiqué par l'OS, et lui-même failli laisser sa vie dans ce plasticage, puisque ça va lui éclater les tympans, son appartement part en fumée, c'est difficile, c'est assez compliqué. Il va revenir ici et puis il va écrire d'autres bouquins qui vont être beaucoup plus trempés dans une encre beaucoup plus difficile, des bouquins comme Circus, Sex Saga, Fantasma. Des livres plus durs. Beaucoup plus durs, une écriture complètement débridée. Mais il va devenir, il va avoir une coterie autour de lui parce que son écriture est révérée. Et lui vit des aventures chaque nuit dans un bar lillois où il est barman. Et où il fait le show tous les soirs. Voilà. Et j'étais très étonné que cette histoire n'ait jamais été racontée. Alors je vous remontre, d'ailleurs si vous le trouvez, n'hésitez pas, précipitez-vous, c'est un super bouquin. Ça s'appelle Gaston Criel, le poète. Voilà, vraiment à découvrir. Et j'avais vraiment très envie d'en parler avec vous, Pascal. Et à présent, je vous propose de visionner une petite séquence smartphone qui nous a été envoyée par une personne que vous connaissez bien. Elle a une question à vous poser et puis on en reparle juste après. Salut Pascal, je voulais te demander si parmi tous les sujets que tu avais traités, les personnages que tu avais rencontrés, les histoires et anecdotes que tu avais accumulées durant ta longue carrière de journaliste à Hénin-Beaumont, certains pourraient être une source d'inspiration pour l'écriture d'un nouveau livre. Alors Pascal, pouvez-vous nous présenter d'abord cette personne et surtout quelle est votre réponse ?
Ça me fait plaisir. C'est quelqu'un qui m'a longtemps accompagné au sein de l'agence La Côte du Nord à Hénin-Beaumont, qui s'appelle Christophe Lecouteux, qui a dirigé l'agence après mon départ, qui aujourd'hui est parti vivre de nouvelles aventures à Arras, voilà, et pour lequel j'ai beaucoup d'affection. Je pense qu'il connaît la réponse quand il me pose la question, parce que quand on a vécu 17 années à Hénin-Beaumont, il y a un personnage de roman incontournable, c'est Gérard Dallengy, bien évidemment. L'ancien maire d'Hénin-Beaumont. Voilà, et je pense que là, il y aurait eu, parce qu'il est un peu tard maintenant, une vraie histoire à raconter, une vraie histoire, pas celle de Rose Mafia, une histoire marquée du sceau de l'authenticité. Parce que là, c'est un personnage de roman, picaresque. En tout cas, Pascal, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation et à très bientôt, j'espère, pour échanger autour de votre prochain livre. Il y a quelque chose en préparation? Oui, tout à fait, oui. Bon, donc on va pas tarder à se revoir et j'en suis ravi. Merci beaucoup. Quant à nous, on se retrouve très vite sur cet écran et tous les autres pour un prochain numéro dont vous en parle.